pays du Saint-Nectaire. Est-ce que vous connaissez quand même? Ouais. A priori, non. Donc Mathieu Vincent, j'ai sa petite mascotte dans les bras qui s'appelle Tech Rex, justement. Et donc aujourd'hui, Mathieu va nous partager l'évolution de leur engineering platform utilisée par plus de 11 000 personnes et comment l'IA a intégré pour améliorer le développeur expérience, la revue de code, la génération de tests et plus encore. Mathieu, c'est à toi. Merci. Bonjour tout le monde. Wow, impressionnant. Écoutez, enchanté d'être là. C'est la première fois que je viens à DevOps Rex et je vais faire un Rex, donc ça tombe plutôt pas mal. Et en plus, j'ai vu qu'ils avaient un joli dino bleu. Nous, il est orange, mais on va souvent bien s'entendre. Donc l'idée, c'est de vous parler un petit peu chez Soprasteria comment on a mis en place tout ce qui est engineering platform autour de tout ça. Et puis évidemment, avec l'avènement de l'IA, comment on a pris ces nouveaux paradigmes en compte. Est-ce que le truc marche? Si je ne fais pas le bon, voilà. Avant de commencer, juste un peu de rappel de contexte, d'historique, parce que ce n'est pas quelque chose qui s'est construit en quelques jours. Un petit rappel, est-ce que tout le monde est familier avec le platform engineering? Je ne vois pas les mains, mais on va dire que oui. J'ai même quand même un petit slide pour rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient pas, les concepts de base du platform engineering. Donc c'est vraiment l'idée de construire une plateforme, le terme est assez important, on va casser l'idée de la boîte à outils qu'on a trop connue. Orienté sur la développeur expérience, c'est-à-dire comment mettre en musique tout ce qui va bien en termes d'infrastructure, de software, de bonnes pratiques, de méthodes au sein d'une entreprise pour que les projets soient le plus autonomes possible. On voit qu'il y a le terme self-service qui est en gras et qui est hyper important. C'est comment rendre les équipes autonomes, mais tout en contrôlant quand même l'autonomie. C'est trop que si on donne trop d'autonomie aux équipes, on risque d'avoir des surprises qu'on n'a pas envie. Et après, tout autour de tout ce qui est software engineering, donc vraiment tout le cycle de vie, pas uniquement la production, mais aussi toutes les parties de dev, de test, etc., qu'on peut connaître. Donc l'idée, ça va être de proposer différents services au sein d'une plateforme pour nos équipes. Donc comment on a fait ça chez Sopra? Déjà, pourquoi on l'a fait? Trois axes principaux. L'automatisation, c'est venu avec les DevSecOps. Comment automatiser un maximum de choses autour de la qualité, de la sécurité, toutes les tâches rébarbatives, etc., qu'on pouvait automatiser. Comment le faire? Collaboration, on a de plus en plus d'équipes qui sont pour nous multi-sites, voire multi-pays. Donc comment favoriser cette collaboration dans un mouvement agile aussi, donc avec toutes les cérémonies qui vont bien. Donc comment faciliter tout ça au cours de ça? On a connu le Covid au milieu, on verra. Et puis le dernier pilier, qui est peut-être le plus dur, mais souvent le plus valorisant, c'est la partie reuse. Comment faire qu'au sein d'une entreprise, on pense à réutiliser potentiellement ce que d'autres ont fait avant de vouloir reconstruire soi-même, ou quand on construit quelque chose de nouveau, penser à le partager au reste du monde pour que ça puisse servir à d'autres. Alors vous allez me dire, au sein d'une ESN comme Soprasteria, partager du code ou des briques, ça peut être poser problème, parce qu'évidemment que la plus grande partie de notre code appartient à nos clients, c'est clair. Donc évidemment, ne vous inquiétez pas, s'il y a des clients dans la salle, on ne partage pas vos briques avec d'autres, c'est bien contrôlé. Mais déjà, c'est souvent qu'on a plusieurs projets pour un même client au sein de Soprasteria, donc faire en sorte qu'ils se partagent les librairies. L'exemple que je prends le plus souvent, c'est la lib d'authentification au SSO ou LDAP d'un client. On connaît tous le paradigme de 10 projets, 10 librairies, au cas où on en fasse mieux que les autres. Donc avec ces trois piliers-là, on a dit il faut qu'on fasse quelque chose, parce que nous, on veut que dès le premier jour d'un projet, on soit en capacité de pouvoir apporter de la valeur, de pouvoir faire des fonctionnalités métiers, etc., etc. Et c'est là qu'est née la DEP, donc de son petit nom, Digital Engineering Platform, qui est en gros le nom de notre plateforme au sein de Soprasteria, pour laquelle je vais vous raconter un peu l'histoire. Un peu d'histoire, parce que souvent, quand j'en parle, les gens me disent « oh, mais ça va, c'est facile, c'est des outils, on met ça ». Ça ne se fait pas en 15 jours, loin de là. Nous, ça a commencé il y a plus de 10 ans, avec ce qu'on appelait le CDK. Ah, il y a les emojis qui ont sauté, désolé. Le CDK, c'était la super boîte à outils qu'on a tous connue il y a 10 ans. Vous l'avez tous connu. On avait SVN, Jenkins, Fabricator, on était les rois du monde. On a découvert les conteneurs avec du Docker, donc on avait tout bien packagé pour faire ça. Ça marchait bien, on avait déployé plusieurs milliers de CDK au sein de Soprasteria pour pouvoir aider les projets. Mais petit à petit, on a vu qu'il y avait un peu de Shadow IT qui se crée. À partir de 2017, on a vu de plus en plus de projets qui montaient un truc qui s'appelait GitLab, qu'on ne connaissait pas à l'époque. Et je dois l'avouer, j'ai fait partie de ces gens qui ont fait du Shadow IT avec GitLab. Donc ça nous a quand même posé question en se disant, si nos projets commencent à ne plus utiliser les outils du groupe, c'est peut-être qu'il y a un sujet et qu'il faut qu'on refasse un petit peu notre brainstorming. Donc ça, que l'année d'après, on a lancé le programme Inner. Inner, pourquoi? C'est pour tout ce qui est plateforme interne. Inner, il y avait deux choses. Inner Source avec un GitLab. Donc en fait, on a monté un GitLab
partagé, centralisé au sein de Soprasteria pour s'assurer que les projets puissent l'utiliser. Et comme ça, on avait toutes les briques de sécurité qui vont bien. Et on avait InnerShift, qui est pour lui un OpenShift. Donc c'est pareil, c'était pour comment aider les projets à prendre le pas de la conteneurisation, etc., etc. On a laissé ça pendant 2 ans vivre, voir un petit peu s'il y avait de plus en plus de projets qui se raccordaient à tout ça. Et on a vu que ça marchait vraiment bien. Donc c'est là où on a vraiment commencé à faire la première version de notre plateforme. C'était très basique à l'époque, c'était surtout des catalogues de composants, enfin de CI/CD, quelques catalogues de services qu'on pouvait déployer sur OpenShift, des templates de projets, etc. Et de plus en plus, on avait des retours intéressants, des choses qu'il fallait qu'on améliore aussi. Et c'est là où on a fait une première erreur, pour quand même raconter la vraie vie, c'est qu'on a oublié de mesurer un peu l'usage de tout ça. C'est-à-dire qu'on était convaincu que ça allait faire, mais on ne savait pas trop qui l'utilisait comment, et si ça marchait bien. Donc on a appris un peu de nos erreurs, et en 2022, on est passé sur la V2, où là, on a amené beaucoup plus de dynamicité, beaucoup plus de choses. Typiquement, on a construit notre Internal Developer Portal. Si vous vous souvenez de la première slide, c'est un des éléments un peu principaux d'une plateforme d'ingénierie. C'est vraiment là où on va essayer de regrouper pas mal de fonctionnalités pour que ça soit le point central névralgique que moi, en tant que développeur tech lead, je puisse aller utiliser pour gérer mon cycle de vie au sein de mon projet. Et puis en 2024, comme tout le monde, on a pris le raz-de-marée IA, et donc du coup il a fallu qu'on commence un petit peu à prendre en compte ces nouveaux paradigmes et voir un peu comment faire de l'IA, mais pas pour faire de l'IA, parce que j'ai vu trop de solutions où on me disait il y a de l'IA, c'était juste un bouton qui appelait OpenAI pour faire un Hello World. On ne va pas dire que c'est de l'IA, soyons tous d'accord. Donc aujourd'hui, c'est 11 000 utilisateurs, comme l'a dit Annabelle en entrée, 4 000 projets au sens métier, à peu près 200 000 repos GitLab, donc ça commence à faire un peu de volume. Donc c'est plutôt rigolo comme plateforme à entretenir. Par contre, dès qu'on fait des choix, on impacte beaucoup de monde. En gros, l'expérience utilisateur globale, c'est quelques étapes principales. C'est je veux choisir mon infrastructure, est-ce que je veux faire du cloud, est-ce que je veux faire du on-prem, parce qu'on travaille beaucoup avec la défense, le secteur public, etc. Donc on va pouvoir choisir un petit peu sur quel type d'environnement on va vouloir travailler. Un sujet qu'on oublie souvent, c'est le laptop, la workstation, c'est-à-dire comment aider aussi les projets à être efficaces sur l'onboarding des développeurs sur leurs projets. Parce qu'on connaît tous le manuel de 157 pages qui date de 2012, qui n'a pas été mis à jour, qui est au bout de 3 pages, on abandonne, et après on a le phénomène de ça marche sur ma machine et pas ailleurs. Donc nous, on a fait pas mal de choses autour de tout ça, donc comment aider aussi la configuration automatique des postes de travail. Une fois que j'ai fait ça, je choisis un petit peu mon langage, mes technos, qu'est-ce que je veux utiliser, quel type d'architecture je veux utiliser. Ensuite, on rentre dans la partie delivery, CI/CD, donc quelles sont les étapes primordiales, supplémentaires que je veux faire autour de la qualité, de la sécurité. Ça, c'est quelque chose que je pense on connaît tous bien. L'étape que je parlais, réutilisabilité, c'est avant de se lancer, aller voir dans la marketplace qu'on a mis en place si pour tel ou tel client, il n'y a pas déjà des librairies qui existent et qu'on pourrait réutiliser pour pouvoir être plus efficace. Et puis évidemment, depuis 2024 et l'avènement de l'IA, choisir les différents agents qu'on met à disposition au sein de la plateforme, mais ça j'y reviendrai évidemment plus en détail tout à l'heure. Donc voilà, 5 grandes étapes qu'on va vouloir couvrir avec notre plateforme et les différents composants qu'on va vouloir. Ça, c'est la carte d'identité de la DEP, donc c'est en gros tous les services, tous les assets qui composent la plateforme. Désolé pour ceux qui auraient bien voulu, je ne vais pas tous les citer un par un, parce que sinon là on va exploser le timing, et déjà qu'on n'est pas en avance. Mais en gros, il faut retenir qu'on a une partie plateforme, donc des grosses plateformes mutualisées. L'idée, c'est que les projets soient le plus autonomes possible et qu'ils n'aient pas trop à se soucier de maintenabilité, des OS, des machins, des trucs, qu'ils puissent travailler sur la valeur ajoutée des projets, le métier. On a fait des assets on top de ça. Toute une partie enabler DevOps IA, donc tout ce qui est composant de CI/CD, tout ce qui est agent, tout ce qui est visual management aussi, parce qu'on connaît trop aussi le paradigme de, on a plein d'outils, on a tous des rapports par milliers dans nos pipelines, et tous les rapports se meurent doucement dans le pipeline et personne ne sait ce qui se passe. Donc, comment aider et favoriser le visual management, avoir tout ça au bon niveau, centralisé, pour que par exemple dans le daily meeting, on puisse aller voir le dashboard de sécurité, s'assurer qu'il n'y a pas une nouvelle CVE qui est apparue pendant la nuit et prendre les actions qui y vont bien. Et puis le dernier sujet, dernière étape de la fusée, c'est les onboarders, parce que c'est quelque chose aussi qu'on oublie trop souvent, c'est que ce genre de plateforme, c'est super cool quand on connaît, mais quand on arrive et qu'on ne connaît pas, on prend un peu un parpaing, quoi. Donc comment faire pour que les projets, les gens qui arrivent au sein de Soprasteria puissent appréhender un peu comment s'utiliser. Et on a différents onboarders, un asset assez basique où on va poser quelques questions pour donner dans le contexte du projet quels sont les bons assets à utiliser.
La marketplace, qui fait partie de notre programme d'inner sourcing. Donc la marketplace, elle sert à la fois aux composants au sein d'un client pour partager des choses, mais aussi on a quand même des composants pour notre IT interne, pour notre plateforme. Hein. Typiquement, tous les assets que nous on a développés au sein de la DEP sont inner sourcés au sein de Soprasteria. Ça c'est hyper important parce que ça veut dire que les gens peuvent contribuer à la plateforme. Donc ils ne voient pas ça comme une boîte noire. Ils sont hyper investis. Ils se disent bah tiens j'ai vu un bug, j'ai une idée de feature. Ils ont accès au backlog, donc ils peuvent créer à minima leur issue. S'ils ont le temps, les compétences, eh ben, on a même des contributions en pur et dur, donc où des gens proposent des nouveaux modules, des corrections, donc ça c'est super intéressant. Et puis le petit dernier, c'est le portail de documentation, souvent celui qu'on oublie, mais qui est clé, parce qu'il y a tellement d'informations qu'il faut pouvoir facilement retrouver tout ça, donc le portail de doc est important. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'évidemment tout ça c'est modulaire, parce que si on demande à tous les projets de faire tout ça, je pense qu'aucun ne le feront. Donc on va pouvoir choisir quels sont les modules qui nous intéressent et faire une approche incrémentale pour aller de plus en plus loin dans l'adoption. Et c'est surtout self-service, c'est-à-dire que 90% des services, vous pouvez le faire en un clic, juste en vous connectant à vos comptes d'entreprise. Vous allez pouvoir créer votre service, créer votre projet, etc. Vous n'avez pas besoin de 12 000 validations de managers, etc. Vous attendez 3 mois avant d'avoir une VM qui est popée. Ça, c'est plus possible, hein, à l'ère du cloud, etc. On veut pouvoir être efficace dans tout ça. Donc, juste un rapide focus sur Project Booster, parce que comme je le disais en introduction, l'Internal Developer Platform, c'est un peu la pierre angulaire de votre plateforme. Il faut vraiment que tout soit centralisé, parce qu'on connaît tous, on a tous les outils qui vont bien du marché, les best of breed de sécurité, de qualité, tout ça. Mais au bout d'un moment, c'est tellement éparpillé partout que les projets ne savent plus qu'est-ce qu'ils doivent utiliser, quand, comment, pourquoi faire, avec quelle configuration. L'idée du Internal Developer Platform, c'est vraiment de centraliser tout ça et de faciliter la vie des utilisateurs. Donc nous, on a créé Project Booster. Vous allez me dire, mais pourquoi vous n'utilisez pas du Backstage et tout ça, pour ceux qui connaissent? C'est vrai, on aurait pu, mais en fait, quand nous, on a créé Project Booster, Backstage, ça n'existait pas, ou en tout cas, ce n'était pas open sourcé. Donc du coup, nous, on a fait une étude, on a vu qu'il n'y avait rien sur le marché qui correspondait à notre besoin. Et du coup, on a créé le nôtre. Et clairement, le conduit du changement, maintenant, pour faire un retour arrière, je ne sais pas, parce qu'en plus, c'est hyper imbriqué avec toute notre plateforme. Mais l'idée d'un portail de développement comme ça, c'est on va pouvoir initialiser son projet. Mais initialiser son projet, ce n'est pas juste dire créer un repo dans GitLab, ça veut dire créer la CI/CD, instancier le sonar qui va bien, le configurer pour que le sonar soit plugué à la CI/CD, avoir l'outil de visual management qui affiche tous les rapports. On va pouvoir installer des services comme Sonar, comme je viens de l'évoquer, mais si je veux un Nexus, un Defect Dojo ou tout ce type d'outils un peu périphériques à ma CI/CD, je vais pouvoir les installer en 3 clics, donc je n'ai pas besoin d'avoir des compétences hyper avancées là-dessus. Et je vais surtout aussi pouvoir les mettre à jour, parce que je connais trop le paradigme du « on a installé plein de trucs, on ne sait pas où ça tourne, on ne sait pas dans quelle version, tout ça. Log4Shell, il y a 3-4 ans, panique à bord, comment on fait quoi ?» Et donc du coup, on a fait aussi cette fonctionnalité de je sais, bien, vous voyez dans la capture d'écran un My Resources, donc vous pouvez voir toutes les ressources que vous avez déployées au sein de la plateforme. Ça vous met des petits warnings, rouge, orange, donc c'est hyper visuel, vous ne pouvez pas dire j'avais pas vu. Et puis après j'avais le paradigme de ah mais j'ai vu mais je ne sais pas faire. Et donc du coup on leur a fait un bouton Update pour qu'ils puissent faire tout ça. Même chose pour la partie cloud, si vous voulez aller sur le cloud, on va vous aider à créer votre infrastructure cloud en respectant tout ce qui est Well Architecture Framework des cloud providers, donc en termes de sécurité, tout ça. Parce que pareil, quand on a mis à dispo le cloud pour les projets, ils y sont allés franco, hein. Mais tous les matins, bizarrement, on avait un petit appel, je ne comprends pas, ma base de données est chiffrée dans un langage que je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? 3 clics, ah bah oui, IP public, port par défaut, admin, la classique, on était tous contents. Donc comment aider les projets à travailler efficacement, mais en respectant les bonnes pratiques? Ça, on le crée, et pareil, encore une fois, c'est hyper user-friendly, vous faites quelques clics, vous rentrez les informations, et nous, on vous instancie tout ça. Évidemment, après, il y a tout ce qui est configuration de vos backups, de notre approche Cube Green. Nous, on a une politique green autour de la plateforme, c'est-à-dire qu'à 19 h, par défaut, on éteint tout. Tout le monde au lit, et le matin, on se réveille quand il y a besoin. L'idée, c'est aussi d'optimiser un peu les ressources. Donc ça, c'est hyper important de pouvoir avoir ça dans une plateforme, parce que du coup, ça aide vraiment l'onboarding, la centralisation de l'information, et ça vous permet, vous, en tant que maintainer de la plateforme, d'inclure et d'influer les bonnes pratiques à vos équipes, pour qu'elles sachent un petit peu quoi faire, comment, etc. L'idée, c'est encore une fois, c'est que ce n'est pas une boîte noire derrière, c'est-à-dire que tout ce qui est généré, créé pour les projets y ont accès, donc ils peuvent comprendre ce qui est fait, et ce n'est pas juste un truc hyper magique. Bon, je vous avais dit que j'allais parler d'IA, il faut peut-être qu'à un moment je commence à en parler, sinon vous allez être déçus. Alors IA, évidemment, c'est plutôt Gen AI que IA au sens large, soyons bien clairs entre nous. Donc, comment on s'y est pris? Comme je vous ai dit, nous, on ne voulait pas faire quelque chose de hyper basique, juste un bouton Ask IA et j'ai un super Hello World ou un résumé qui me dit bonjour. On s'est dit, on va prendre notre classique cycle un peu DevOps avec les différentes phases d'un projet.
Et donc on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour chaque étape? Qu'est-ce qui pourrait amener de la valeur, faciliter un petit peu la vie de nos équipes autour de tout ça? Donc autour du design, évidemment, c'est tout ce qui est analyse du métier, du business. Comment avoir un assistant fonctionnel qui va pouvoir nous identifier quels sont les requirements, quels sont les besoins, est-ce que j'ai une bonne couverture de test, etc. Est-ce que l'analyse aussi du cahier des charges qu'on va pouvoir recevoir pour s'assurer qu'on n'oublie rien, aussi bien en termes de fonctionnel que de non fonctionnel. Ensuite, la partie plus développement. Donc ça, celle dont je m'occupe le plus. Évidemment, on va retrouver toute la partie génération de code, mais pas que. Il y a tout souvent les tests unitaires. On sait tous que personne n'aime faire des tests, même si c'est très bien. Comment on les aide, la documentation, je crois que c'est encore pire, le refactoring, la modernisation, tout ça. Il y a sûrement des choses qu'on va pouvoir faire. Et on voit qu'avec l'IA, il y a des choses qui se font bien. Après, on voit inversement qu'avec l'IA, des choses qui se font moins bien. Et puis après, il y a aussi le paradigme de se dire ouais, je vais faire tout ce que j'aime pas faire, je vais le faire à l'IA. Ouais, mais souvent, c'est des tâches qui sont hyper importantes, parce que si vous ne documentez pas correctement, si vos tests ne sont pas propres, vous allez peut-être avoir des mauvaises surprises. Donc du coup, l'idée, c'est aussi de rebasculer le paradigme pour dire ok, j'aime pas faire de la doc, mais peut-être que si moi, je fais une bonne doc, évidemment que l'IA, avec les IA qu'on a maintenant, va me générer du code hyper propre, hyper intéressant. Pareil pour les tests unitaires. On va essayer de ramener ça dans du TDD quand on fait du craftsmanship, c'est-à-dire que l'humain va écrire le test unitaire et à partir de ce test unitaire, on va demander à l'IA de générer le code. Parce que si vous écrivez votre code, vous demandez à l'IA de générer des tests unitaires et que vous avez fait des bugs dans votre code, l'IA, ne vous inquiétez pas, elle va tester vos bugs et elle va vous dire qu'ils sont bons. Donc attention. Après, on verra qu'il y a quand même aussi des use cases, typiquement, autour de projets legacy qui n'ont peut-être pas suivi les bonnes pratiques dès le début. Comment on va pouvoir les aider avec de l'IA? La partie testing, évidemment. Donc pareil, un assistant de génération de tests, c'est-à-dire comment rapidement avoir un catalogue de tests qui est mis en place, comment facilement le mettre à jour, comment s'assurer qu'il est cohérent, tout ça. Mais ça, pareil, je pourrais y revenir juste après. La partie delivery, c'est une fois qu'on a tout testé, tout codé, comment automatiser toutes ces parties packaging, préparation de la livraison pour la mise en production, pour l'envoi à un client dans notre cas. Il y a sûrement des choses qu'on va pouvoir faire, vérifier que tout ce qu'on avait spécifié a bien été codé, testé, etc. Tous ces use cases-là, là on voit de la valeur parce que l'IA, elle est très forte pour ça, pour analyser des choses, des données, et nous en faire un résumé. L'idée après, c'est quand même qu'il y ait toujours un human in the loop pour dire est-ce que je prends en compte ou pas, est-ce que tu as fait des bêtises ou pas là-dessus. Dernière partie, c'est tout ce qui est plutôt run, ops. Là, clairement, c'est là où on n'est pas allé très fort. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas ça ou qu'on ne sait pas faire. C'est que, de notre point de vue, c'est que l'IA, au sens large, côté ops, elle est là depuis longtemps. Bien avant les Copilot & Co, parce que ça fait longtemps qu'en production, on fait de l'analyse pour savoir la prédiction d'incidents, de la reproductibilité d'incidents, etc., etc. Donc, évidemment qu'on peut toujours aller plus loin. Mais là-dessus, on avait déjà une bonne base. Et les phases amont, il y avait clairement plus de choses à chercher, à faire pour pouvoir apporter de la valeur au projet. Donc, petit focus, où on en est nous actuellement sur cette partie-là. Alors Maya, AD, tout ça, ne cherchez pas sur Internet, c'est des outils internes qu'on a pu développer. C'est surtout du prompting, comme beaucoup d'outils, les cloud providers, il y a plein de services d'IA qui marchent très bien. La plus-value que vous allez apporter en tant que constructeur de plateforme, c'est la partie prompting, c'est-à-dire comment vous allez aider les utilisateurs à avoir des données qui sont générées par l'IA les plus pertinentes possibles. Donc on va retrouver un petit peu un cycle de vie classique en suivant les petites bullet points. C'est on reçoit un cahier des charges, comment l'IA va pouvoir nous aider à identifier les requirements, mais pas uniquement les requirements fonctionnels, aussi les non fonctionnels, souvent que malheureusement on oublie un peu. Une fois qu'on a ces requirements, comment je vais pouvoir commencer à rentrer dans mon cycle agile, donc créer mes user stories, des spécifications potentiellement, évidemment leur pendant non fonctionnel autour des documents d'architecture, d'implémentation, tout ça. Une fois qu'on a tout ça bien propre, on va pouvoir générer nos test cases, un peu pareil que pour le développement, on génère les tests avant de faire les implémentations, pour s'assurer que les tests sont bien en corrélation avec les spécifications. Là, pareil, l'IA est hyper intéressante pour faire du matching de est-ce que je retrouve bien dans tel use test case les requirements que j'avais identifiés. Une fois qu'on a fait ça, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc le point 5, on va plus remplir notre backlog, définir des tâches, des sous-tâches, s'assurer que c'est des tâches qui sont réalisables dans un temps imparti par rapport à la taille de notre sprint, pour pouvoir mettre sur des bonnes rails l'équipe de développement. Et ensuite, les deux étapes du bas, celles que je vais détailler un peu plus par la suite, toute la partie autour du développement et des tests automatisés. Donc comment je m'assure de la conception de mon application, comment je m'assure de ma génération de code, de tests unitaires,
mes revues de code, mon bug fixing, et puis après tout ce qui est de la partie test automatisé autour des IHM et des API. La plupart des outils, on les a fait maison parce que c'est, comme je vous disais, surtout du prompting. Les outils qu'on utilise du marché, c'est GitHub Copilot pour la partie génération de code et intégration à l'IDE. Ça fait 1 an et demi qu'on les utilise, ça se passe très bien. On a maintenant à peu près 5000 utilisateurs de Copilot, donc ce qui nous permet de plutôt bien avancer. Et le choix fort qu'on a fait là récemment, c'est Playwright autour des tests. Je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est vraiment un framework de test automatisé qui a l'avantage d'être multi-techno, c'est-à-dire que vous pouvez le faire en Java, en TypeScript, en Python, tout ça. Parce que souvent, quand on met en place des frameworks de ce type, le fait d'avoir un nouveau langage, c'est un frein pour les projets. Parce qu'ils disent, bah, moi je fais du Java et tu me demandes de faire des tests en TypeScript, je ne connais pas, il va falloir que je monte en compétences. Là, au moins, avec Playwright, vous allez pouvoir faire les tests dans le même langage que votre application. Donc ça aide quand même beaucoup à l'onboarding. Et l'avantage, c'est qu'à la base, il était très orienté IHM, donc c'est quand même souvent des tests assez complexes, mais on peut facilement l'utiliser pour de l'API, donc on couvre à peu près le cycle de vie complet. Pour faire un petit focus sur la partie équipe de développement, parce que moi c'est mon focus principal autour de ma plateforme, bah, c'est quels sont les assistants, et j'insiste bien sur le mot assistant, hein, vous le savez tous que l'IA ne remplacera pas les gens, mais il va pouvoir les aider. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, je vous parlais des tests unitaires, donc là où je me contredis, mais en fait c'est souvent, on peut avoir des projets qui ont 10, 15 ans, qui à un moment ont dérivé et ont arrêté de faire des tests unitaires. C'est très mal, on est tous d'accord, mais il faut quand même pouvoir les aider. On a fait un premier assistant pour les aider justement à reprendre une marche en avant, c'est-à-dire, bah, ok, on comprend, machin, tu n'as que 10% de couverture de test, comment faire pour que tu regagnes 60-70% assez rapidement et que tu puisses te remettre dans un mood plus positif. Donc on a fait un assistant autour de ça pour, ok, je prends une base de code existante et comment je génère par batch un petit peu un large panel de tests unitaires pour pouvoir rattraper un petit peu ma dette technique. Ça marche très bien, et en particulier quand on a des maintenances assez vieilles. Ensuite, tout ce qui est autour de la code quality. Alors l'idée, ce n'est pas de remplacer Sonar. Sonar fait très bien son boulot d'analyse de code et de qualité. Mais comme je disais, enfin je ne sais pas vous, hein, mais moi je connais plein de projets, ils ont Sonar hein, qui est activé dans leur pipeline, souvent en orange parce qu'au cas où ça se passe bien. Et quand on demande est-ce que tu sais exactement le nombre de findings et tout ça que tu as dans ton rapport, personne ne sait. Donc l'idée c'était de dire, ok, Sonar fait du bon boulot, mais comment j'aide les projets à prendre en compte tout ça, parce que souvent on oublie d'aller se connecter à Sonar le matin. Bah, du coup avec l'IA, on prend facilement en compte le rapport généré par Sonar, et l'IA, elle est très douée pour faire des propositions de code, pour dire, bah voilà, tel finding, je te suggère de le corriger comme ça, comme ça, comme ça. Et donc du coup, automatiquement ça, on le génère en tant que merge request sur le repo du projet. Et donc, bah, pareil, quand on fait ces revues de code, bah, on a automatiquement les propositions faites par l'IA. Et donc, du coup, notre gestion de la qualité du code, elle est automatiquement gérée grâce à l'IA. Ensuite, bah, une fois qu'on a fait ça, il y a toute la partie revue de code. Comment aider les développeurs et les technical leaders qui font les revues de code avec de l'IA. Parce que souvent, bah, on arrive, on ne sait pas forcément ce qui s'est passé. On a mis en place un assistant qui fait une première analyse de la merge request quand elle est proposée par un développeur ou une équipe de développeurs. Ce qui a l'avantage à la fois de permettre aux développeurs d'avoir un très rapide feedback de ce qu'il a fait, donc pour savoir s'il y a déjà des choses qu'il faut qu'il prenne en compte ou si globalement il est dans les clous par rapport aux habitudes du projet. Donc du coup, ça c'est quand même déjà un gain par rapport à la revue de code. Et puis en tant que reviewer de la MR, moi j'ai une analyse assez rapide, donc je sais ce qui a été fait globalement, est-ce qu'il y a déjà des points d'attention à avoir, et on a même une mesure d'effort pour se dire, attention, là c'est une revue de code assez complexe, si tu n'as que 5 minutes avant ta prochaine réunion, c'est pas le moment de t'y mettre parce que tu ne vas pas pouvoir la faire correctement. Donc ça c'est un des assets qui marche vraiment le mieux, parce qu'il y a un gain vraiment des deux côtés, équipe de développement et équipe de réviseurs. Dernier test case, c'est tout ce qui est génération de tests d'API, et plus que de tests de scénario d'API. C'est quand j'ai, par exemple, un contrat OpenAPI qui est prêt et dispo, bien structuré. Là, encore une fois, les inputs, c'est là où c'est primordial par rapport à l'IA. Donc, si votre OpenAPI il est propre, bien documenté, clair, on va pouvoir facilement, avec l'IA, générer des scénarios complets autour de ce contrat pour pouvoir automatiser les tests autour de vos API. Et la même chose autour des IHM, on va pouvoir donner un point d'entrée de votre application. L'IA va se balader au sein de l'application, faire des recordings et tout ça, et pouvoir vous refaire après des scénarios pour pouvoir repasser tout ça. L'idée, c'est de pouvoir générer évidemment tout ce qu'on appelle les golden pass, donc les cas passants, mais aussi les cas aux limites, les cas non passants, etc., pour qu'on habitue aussi les projets à bien tout tester. Ce qu'on est en train de finaliser, c'est autour de tout ce qui est data, donc à la fois génération de données, parce qu'on sait que souvent c'est un pain point de récupérer des données anonymisées d'une prod pour avoir des données un petit peu conséquentes. Alors je ne parle pas de générer des données pour une table avec 3 champs, je parle vraiment de générer des bases de données avec des centaines de tables, des liens dans tous les sens. Clairement, l'IA, avec son esprit analytique, va pouvoir nous aider à générer de la donnée par rapport à ça.
Et après, inversement, en bout de chaîne, une fois que j'ai fait mes tests, comment aider nos équipes de tests qui ne sont pas forcément des experts en SQL à aller vérifier en base de données que les étapes se sont bien passées, que la facture est passée dans tous les états. Donc, en langage naturel, vérifie que la facture 1234 est bien en statut payé et qu'elle a suivi le process. Et ça, avec l'IA, on va pouvoir faire ça assez facilement. Évidemment, avec l'IA, on ne s'arrête jamais, donc on a plein d'autres idées, mais ça, je reviendrai peut-être l'an prochain pour vous en parler. La souveraineté par rapport à ça, évidemment qu'on utilise, alors nous on a fait le choix d'Azure et AI Foundry pour les plus gros modèles, mais comme je vous disais, on ne travaille pas beaucoup pour le secteur public, la défense et la sécurité, donc on se devait d'avoir une plateforme qui puisse gérer ce genre de besoin de souveraineté. Donc on a mis en place des endpoints sur OVH Cloud qu'on gère avec un API Manager, donc comme ça vous allez pouvoir facilement, en fonction de votre contexte, être aiguillé sur la bonne infrastructure. Nous, ça nous permet d'avoir une gestion complète du cycle de vie, de gérer nos modèles, leur mise à dispo, leur configuration un peu fine-tunée, et puis aussi d'avoir un monitoring des tokens qui sont utilisés pour s'assurer qu'on n'explose pas non plus les factures en se faisant plaisir. Qu'est-ce qu'on a appris en conclusion ? Un seul slide qui est vrai globalement pour le platform engineering, mais encore plus vrai quand on fait de l'IA. Ne tombez pas dans le syndrome du buzz, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez quelque chose, vous allez vouloir le mettre en place. Évidemment qu'il faut essayer, on se doit d'essayer. Une plateforme, elle se doit d'être vivante, de suivre un petit peu les bonnes pratiques de ce qui se passe dans l'écosystème IT, mais on n'a pas besoin de déployer quelque chose toutes les semaines, toutes les secondes, parce qu'on a vu un article qui se passe bien, etc. C'est encore plus vrai par rapport à l'IA, parce que oui, souvent on voit que tel truc fait une feature que l'autre ne fait pas. Si vous attendez 1-2 mois max, normalement tout le monde est à niveau et vous n'avez pas perdu grand-chose. Donc la dernière feature, le dernier modèle, vous pouvez probablement attendre une semaine ou deux, qu'elle soit dispo dans votre outil que vous avez déjà mis en place, plutôt que d'essayer de tout casser à chaque fois, parce que bon courage pour la partie change management. Et le dernier point, qui est global, pareil, et pas que pour l'IA, pensez à monitorer vos usages, l'efficience de vos assets, parce que c'est bien beau de mettre plein d'outils super rigolos à disposition. Si personne ne les utilise, c'est un peu dommage. Et s'ils ne fonctionnent pas, de toute façon, au bout d'un moment, plus personne va les utiliser. Voilà. Je m'appelle Mathieu. Donc, comme vous avez compris, je suis CTO de la plateforme engineering chez Soprastana depuis 2021. Je suis aussi Tech Advocate depuis 2022. Sur mon temps libre, j'aime beaucoup GitLab, R de DevOps si vous ne connaissez pas, pour la sécurisation de la CI/CD. Et comme l'a dit Annabelle, je viens du pays du Saint-Nectaire. Je suis cofondateur de Volcamp, qui est la conférence tech de l'Auvergne. Si vous voulez suivre mes sublimes exploits, mi.yodamad.fr. Et merci à Soprastana de m'avoir permis d'être là aujourd'hui. Merci Mathieu pour cette présentation. Merci à tous. Il y a beaucoup de questions, donc on ne va pas pouvoir répondre à tout malheureusement. Mais on a une question, donc c'est avec la course à l'armement des modèles, des MCP, des agents, des prompts, n'est-ce pas le retour du Shadow IT? Et comment vous gérez ça? Alors clairement, c'est un peu le retour du Shadow IT où tout le monde veut faire son agent et tout ça. Donc nous, on a mis en place ce qui s'appelle Raise au sein de Sopra, parce que l'idée, c'est que, je ne l'ai pas dit pendant la présentation, mais il y a plein de choses qu'on a mis dans la plateforme qui sont en fait issues de projets. Et donc on a eu écho, et donc du coup, on les a mis at scale en se disant, c'est une super idée que vous avez fait, plutôt que ça reste dans votre coin. On le fait. Donc avec Raise, notre programme d'IA, l'idée, c'est pareil, c'est d'essayer de capter un petit peu toutes ces initiatives IA au sein de l'entreprise, de voir s'il n'y a pas des doublons déjà, et puis de voir celles qui pourraient être reprises plus globalement au sein de la plateforme. C'est clairement pas simple. Souvent, en plus, il y a des petits sujets autour de la sécurité. Typiquement, nous, le MCP, on ne l'a pas activé encore sur GitHub Copilot, parce que quand vous activez sur le MCP sur Copilot, c'est open bar, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas filtrer quels sont les MCP que vous autorisez ou pas. Donc, avec tous les sublimes MCP qu'on connaît sur Internet qui ne font peut-être pas que ce qu'on veut, nous, on a fait le choix, typiquement, de brider certaines choses. Merci. Une autre question, et après, ça sera la pause. Quel gain de productivité grâce à l'IA? Combien et comment vous les mesurez? Alors, je répondrai, j'en sais rien, mais assez volontairement, parce que, évidemment que tout le monde nous pose cette question, et y compris nos chefs qui financent la plateforme. En fait, c'est que les gains de productivité par rapport à de l'IA, c'est beaucoup trop vague par rapport à des sujets. On voit évidemment qu'il y a des gains, qu'on va aller plus vite sur plein de choses, mais ça va aller plus vite si on fait le taf correctement en amont. Parce que vous pouvez générer du code, vibe coder, moi je me suis amusé à le faire ce week-end. J'ai une appli qui marche du feu de Dieu en 2 minutes. Par contre, dès que ça marche plus, là, vous perdez 3 jours parce que ce n'est pas votre code, vous ne savez pas ce qui a été généré. Donc, du coup, vous perdez bien plus de temps à débugger ce qui a été généré par l'IA que si vous l'aviez fait vous-même. Donc,
il n'y a pas de vrais gains. On voit qu'il y a des gains, mais ce n'est pas les 20, 30%, 40% qu'on a pu voir parfois. On est plus sur des gains raisonnables. Par contre, c'est surtout qu'on a un gain sur les activités, le focus qu'on va faire sur nos activités. C'est-à-dire que, comme avec le DevOps, où on a automatisé pas mal de choses, on va pouvoir automatiser encore plus de choses avec l'IA et vraiment se focuser sur le fait d'être sûr d'avoir des spécifications propres, des contrats d'OpenAPI qui sont propres, etc., etc. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions à lui poser en direct, je pense que tu es là pour y répondre. Merci à toutes et à tous. C'est l'heure de la pause, donc n'hésitez pas à aller voir les sponsors sur leur stand, profiter d'un petit café. Et on se retrouve à 11h30. Merci et encore merci Mathieu.